Aujourd'hui, on va mettre en lumière 5 histoires, 5 affaires vraies, 5 destins brisés, 5 enquêtes qui encore aujourd'hui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Certaines de ces affaires se sont déroulées en France, d'autres à l'autre bout du monde. Malgré ça, elles ont toutes un point commun, elles nous rappellent que la réalité est souvent bien plus troublante que n'importe quelle fiction. Alors installez-vous bien et préparez-vous à découvrir 5 histoires où chaque détail compte. Philippine, le noir de Carlan. Son prénom est doux, presque ancien, et pourtant aujourd'hui, il évoque l'une des affaires les plus glaçantes de 2024. Elle a 19 ans, elle est née à Clamart en région parisienne. Philippine est la 4e d'une famille nombreuse de 6 enfants. Sa maman enseigne les mathématiques et son papa est physicien au commissariat. Elle a grandi dans un environnement sérieux mais chaleureux. C'est une jeune fille très engagée. Depuis des années, elle est active dans les scouts et guide de France. Une activité qui reflète très bien sa personnalité, investie, organisée, mais surtout tournée vers les autres. Ses proches la décrivent comme sérieuse, mais toujours souriante et prête à donner un coup de main. À l'université Paris-Dauphine, où elle suit une licence d'ingénierie financière, elle est très respectée par ses camarades. C'est une élève plus que brillante, mais aussi une amie loyale. Tout ça pour dire que Philippine a toute une vie devant elle. Vendredi 20 septembre 2024, c'est une journée en apparence normale. Philippine déjeune à la cantine de l'université. Après le repas, elle doit rentrer chez ses parents dans les Yvelines. Rien d'inhabituel. On la voit alors une dernière fois à 14h vers Dauphine et puis plus rien. Elle ne répond plus aux messages, plus aux appels, silence radio. Très vite, ses parents vont s'inquiéter, car ce n'est pas son genre à Philippine de ne plus donner de nouvelles. Elle est responsable, ponctuelle, alors la famille va très vite alerter la police. La disparition est alors immédiatement qualifiée d'inquiétante. Dans les heures qui suivent, les premiers éléments apparaissent. Le téléphone de Philippine a borné pour la dernière fois au bois de Boulogne. Ce vaste parc parisien, connu pour ses promeneurs et ses côtés plus sombres, parfois liés à la prostitution ou à des activités illégales. C'est déjà un peu inquiétant. Un témoin affirme avoir vu un homme d'environ 1,80 m portant un masque chirurgical et une pioche à la main rôder autour du lac. Un détail change le cours de l'alerte. Philippine avait téléchargé une application appelée The Sorority. C'est une application de solidarité féminine qui permet d'envoyer rapidement une alerte à toute une communauté en cas de danger. Grâce à ça, dès le 20 septembre au soir, l'information circule massivement. Sur les réseaux sociaux, son avis de recherche est partagé des milliers de fois. Des bénévoles, des étudiants et même des inconnus se mobilisent. On sent déjà que quelque chose de grave est en train de se jouer. Le lendemain, une battue citoyenne s'organise dans le bois de Boulogne et ses alentours. Les proches, des bénévoles, des associations fouillent les alentours. Et rapidement, ils font des découvertes. Dans un premier temps, la coque du téléphone de Philippine et ensuite l'appareil en lui-même. Enfin, ils tombent sur un corps partiellement enterré. C'est malheureusement celui de Philippine. L'émotion est immense. Moins de 24 heures après sa disparition, on comprend que cette histoire ne se terminera pas bien. Les médecins légistes concluent à une mort par asphyxie. Mais un point intrigue, il n'y a aucune trace de strangulation. Aucune marque, ni de corde, ni de main. L'asphyxie, certes, mais par quel mécanisme exact ? Étouffement, suffocation, les experts n'osent pas trancher. Sur le plan médico-légal, c'est assez frustrant. Il y a très peu de preuves exploitables, aucun ADN sur le corps et aucune arme n'a été retrouvée directement liée à la victime. Alors les enquêteurs vont se tourner vers d'autres pistes, les bornages téléphones, les vidéos de surveillance ainsi que les retraits bancaires.
Et là, un détail capital apparaît, un retrait d'argent à Montreuil avec la carte bancaire de Philippines. L'enquête identifie rapidement un homme, Taha O, 22 ans, de nationalité marocaine. On va revenir un peu sur son histoire pour essayer de vous remettre dans le contexte. Il a un parcours assez chargé. Arrivé en France en 2019, avec un visa touristique, il commet la même année un viol sur une étudiante de Taverny. Il est identifié par ADN. Lors de son jugement, il était mineur. Il a donc été condamné à une peine réduite. Il a purgé environ 3 ans et demi de prison. Il sort donc en juin 2024. Mais à ce moment-là, il est en situation irrégulière. Une OQTF, obligation de quitter le territoire, lui est notifiée, assortie d'une interdiction de retour de 10 ans. Normalement, il aurait dû être expulsé. Mais les choses se compliquent. Les autorités marocaines tardent à délivrer un laissez-passer consulaire. Les délais administratifs s'allongent et au bout d'un moment, la rétention n'est plus légalement possible. Résultat, il est libéré. Fin août 2024, il est dehors. Pire encore, la veille du meurtre de Philippines, il est inscrit au fichier des personnes recherchées. C'est une véritable bombe à retardement. Le 24 septembre 2024, 4 jours après le drame, Taha est repéré en Suisse à la gare de Genève-Cornavin. Il est immédiatement interpellé. Le 6 novembre, il est extradé vers la France et rapidement, il reconnaît le meurtre, mais dit ne pas se souvenir des circonstances. Des trous de mémoire, selon ses mots. L'expertise psychiatrique tranche, dangerosité élevée et amnésie factice. Autrement dit, il simule ses trous de mémoire. L'affaire fait l'effet d'une bombe. Les médias s'en emparent et les politiques aussi. Comment un violeur multirécidiviste, en situation irrégulière, inscrit au fichier des personnes recherchées, a-t-il pu se trouver libre et donc tuer à nouveau ? Le gouvernement est accusé d'inaction. L'efficacité des OQTF est complètement remise en cause. Les familles victimes, les associations et les partis politiques en font un symbole. On parle alors de faillite de l'État. C'est également la sécurité du Bois de Boulogne qui est pointée du doigt. Ce parc immense, en plein cœur de Paris, apparaît comme une zone peu sécurisée. En parallèle, l'application The Sorority est mise en lumière. Beaucoup saluent son rôle, car c'est grâce à elle que l'alerte a circulé aussi vite. Le 28 septembre 2024, une semaine après sa mort, les obsèques de Philippines se tiennent à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Plus de 1800 personnes sont présentes. Camarades, élus, anonymes, l'émotion est immense. Une phrase de l'homélie reste gravée, nous sommes là pour pleurer. Aujourd'hui, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment exactement est-elle morte ? L'asphyxie est certaine, mais pas le mécanisme. Pourquoi la procédure d'expulsion de son meurtrier a-t-elle échoué ? Et pourquoi ce laissez-passer consulaire est-il arrivé trop tard ? Enfin, ces trous de mémoire. Sont-ils de simples mensonges pour esquiver ses responsabilités ou cachent-ils autre chose ? Philippines, 19 ans, brillante étudiante, engagée, respectée, une vie brisée, un système en échec, une famille détruite. Cette affaire est devenue le symbole d'un débat. Comment protéger les citoyens quand la justice et l'administration ne suivent pas ? Pour la deuxième histoire, on va parler de Lina Delsart. Ils sont plusieurs centaines ce matin, à la recherche du moindre indice. Elle a 15 ans, c'est une adolescente comme les autres, pleine de rêves, avec ses projets et quelques fragilités. Et pourtant, en quelques heures, son histoire est devenue l'un des plus grands mystères criminels en France. Lina est née en 2008, elle mesure environ 1m60, blonde aux yeux vert clair. Elle vit à Plaine, un petit village du Bas-Rhin, niché dans la vallée de la Bruche, en Alsace. C'est une région assez calme où tout le monde se connaît, entourée principalement de forêts.
Ses parents sont séparés et elle vit avec sa mère qui est remariée. Son quotidien, c'est celui d'une adolescente, simple mais marquée par quelques épreuves. En 2021, alors qu'elle n'a que 13 ans, elle dépose plainte pour viol collectif présumé. L'affaire sera alors classée mais réexaminée par la suite. Une épreuve assez lourde qui laisse des traces. Lina prépare un CAP d'aide à la personne. Elle a un petit ami, vit ses premiers amours, partage ses vidéos sur TikTok ou parle avec ses amis sur Snapchat. Une vie normale avec ce mélange d'innocence et de maturité propre aux adolescents. Samedi 23 septembre 2023. Il est un peu plus de 11h et Lina quitte la maison familiale pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ 3 km de là. Elle devait rejoindre son copain à Strasbourg en prenant le train. Elle porte une veste blanche, un pantalon gris et des Converse blanches. Aux alentours de 11h15, 11h30, 2 témoins la voient marcher. À 11h22, son téléphone borne pour la dernière fois. Et puis, plus rien. Les caméras de la gare confirment qu'elle n'est jamais montée dans le train. Le soir, son petit ami et sa mère préviennent la police. L'alerte est alors donnée. Très vite, la disparition devient inquiétante. Lina n'a pas fugué, ce n'est pas son genre. Dès le lendemain, des battues massives sont organisées. Des centaines de bénévoles, des drones, des hélicoptères, ainsi que des plongeurs. Ils ratissent la forêt, les rivières et les chemins de randonnée. Mais rien. Pas de sac, pas de vêtements, pas de téléphone. La vallée de la Bruche devient le théâtre d'une immense mobilisation. Tout le monde cherche Lina et pourtant aucune trace. Pendant des mois, les gendarmes vont explorer toutes les pistes. Ils auditionnent des dizaines de témoins, plusieurs personnes vont être placées en garde à vue, mais relâchées faute de preuves. Puis en janvier 2024, un élément décisif apparaît. Une voiture attire l'attention, une Ford Puma. Elle avait été volée, accidentée, puis placée en fourrière dans l'Aude. Lorsque les enquêteurs l'examinent, ils font une découverte glaçante. Sur la ceinture arrière droite, ils retrouvent l'ADN de Lina et dans la boîte à gants, son sac. C'est le tournant de l'affaire. La voiture, elle appartient à Samuel Gonin, 43 ans, ancien professeur de menuiserie. Un homme au passé déjà trouble, soupçonné dans plusieurs autres affaires. Mais qui est Samuel Gonin ? Un ancien prof, passionné par le bricolage, qui vivait en Alsace, mais derrière ce profil banal, un homme très inquiétant. Il aurait eu des relations instables, des problèmes personnels et plusieurs témoignages le décrivent comme étrange. Le lien avec Lina est difficile à établir directement. Mais la découverte de son ADN dans la voiture ne laisse aucun doute. Il a été en contact avec elle. Sauf que le 10 juin 2024, quelques jours après ces révélations, Gonin est retrouvé mort. Avec sa mort, ce père de 43 ans emporte avec lui ses secrets. Et surtout, des réponses que les enquêteurs n'auront jamais. Des mois passent encore, puis le 16 octobre 2024, près d'un an après la disparition, une nouvelle terrible tombe. Le corps de Lina est découvert à Sermoise-sur-Loire. Plus de 500 km séparent ce lieu de plaine. Elle est retrouvée au bord de l'eau, partiellement immergée. L'autopsie conclut à une strangulation mécanique, des anses de sac à dos autour de son cou. Mais son corps a passé des mois en milieu humide, il est extrêmement dégradé. Cela complique l'identification des causes et rend certaines analyses impossibles. Comment le corps de Lina a-t-il pu se retrouver aussi loin ? A-t-il été déplacé plusieurs fois ? Samuel Gonin a-t-il agi seul ou avait-il des complices ? Le suicide du suspect principal laisse les enquêteurs face à un mur. Sans procès, sans confrontation, sans aveu, il est difficile de reconstruire exactement le scénario. Et puis, il y a les effets secondaires. Certains proches, certains témoins ont subi du harcèlement en ligne, accusés à tort. L'affaire a déchaîné les passions.
chacun ayant sa théorie, parfois au détriment de familles déjà en souffrance. Lina, elle avait 15 ans. Elle rêvait d'amour, de projets simples, d'un avenir encore flou, comme tous les ados de son âge. Sa disparition, elle a bouleversé toute sa région, mais aussi toute la France. L'enquête, elle a révélé des failles, des lenteurs et surtout un mystère encore trop grand. Pourquoi ce corps était-il si loin et pourquoi cet homme est-il mort avant de parler? Aujourd'hui, l'affaire Lina Delcert reste une plaie ouverte. Une adolescente disparue sur un chemin banal, un suspect principal mort avant d'être entendu et une famille sans véritable vérité. C'est une histoire qui illustre parfaitement à quel point certaines affaires ne trouvent jamais leur réponse. Et si l'affaire de Lina nous laisse avec un suspect qui ne pourra jamais être entendu, l'histoire suivante est encore plus complexe. Pas de corps retrouvé, un procès international, direction Besançon en 2016. Décembre 2016, Besançon, une ville paisible de l'Est de la France. Connue pour son université et ses étudiants étrangers, c'est ici qu'une jeune japonaise, Narumi Kurosaki, va disparaître. Une disparition sans corps, mais avec des cris, des indices troublants et surtout un procès qui va traverser les frontières. Narumi est née en 1995 au Japon. Elle a 21 ans lorsqu'elle arrive en France. Son rêve, perfectionner son français. Étudiante en langue, elle décide de passer une année à l'université de Besançon pour suivre des cours de FLE, français langue étrangère. C'est une jeune fille sérieuse, discrète, mais aussi curieuse du monde. Elle se lie d'amitié avec d'autres étudiants étrangers et commence même une relation amoureuse avec un Français rencontré à l'université. Bref, elle vit une expérience d'échange comme des milliers d'autres étudiants étrangers. Mais Narumi, elle a quand même un passé assez compliqué. Elle vient juste de rompre avec son ex-petit ami chilien du nom de Nicolas Zepeda. Une rupture douloureuse marquée par la jalousie et la possessivité de ce dernier. Le 4 décembre 2016, Narumi accepte de revoir Nicolas. Ils dînent ensemble au restaurant La Table de Gustave à Ornans, un petit village du Doubs. Les caméras de vidéosurveillance les filment en train de repartir ensemble du restaurant afin de retourner dans la chambre universitaire de Narumi. Ce sera la dernière fois que quelqu'un verra Narumi vivante. La jeune étudiante japonaise habitait ici, sur ce campus de l'université de Besançon. Il y a 3 jours, la police a forcé l'entrée de sa chambre, espérant trouver des indices, le début d'une explication. Dans la nuit, entre 3h et 3h20 du matin, plusieurs étudiants entendent des bruits étranges provenant directement de la chambre de Narumi. Certains témoignent de cris terrifiants, puis de silence complet. Personne n'intervient sur le moment, beaucoup pensent à une dispute d'amoureux. Le lendemain, Narumi ne se présente pas à ses coups. Dès le 5 décembre, des messages partent de son téléphone et de ses réseaux sociaux. Elle dit qu'elle part pour Lyon, au consulat japonais. Le ton, la syntaxe, tout semble inhabituel. Ses amis s'inquiètent. Certains disent même immédiatement « ce n'est pas elle qui écrit, c'est impossible ». Le 6 décembre, un billet de train est acheté avec sa carte bancaire, mais ce n'est pas elle à l'intérieur du train. Dans sa chambre, plusieurs affaires ont disparu. Son passeport, son manteau, une couverture, mais d'autres objets importants comme son ordinateur sont eux toujours présents. Les enquêteurs relèvent également des empreintes et de l'ADN de Zepeda sur la vaisselle, la preuve qu'il est bienvenu chez elle. Nicolas Zepeda Contreras, né en 1991 au Chili, est l'ex-petite amie de Narumi. Leur relation s'était terminée quelques mois plus tôt, mais Nicolas restait cependant toujours autant jaloux. À tel point qu'il avait enregistré des vidéos dans lesquelles il lui demandait qu'elle coupe tout contact avec les autres hommes, la menaçant de publier des photos intimes d'elle si elle ne s'exécutait pas. En décembre 2016, il fait un voyage jusqu'en France afin officiellement de revoir Narumi.
mais beaucoup pensent qu'il avait déjà son plan en tête. Il admet le dîner, mais nie toute implication dans sa disparition. Selon lui, après leur soirée, il serait reparti tranquillement, laissant Narumi vivante. Le problème, c'est que son récit ne colle pas aux témoignages des voisins qui ont entendu des cris ainsi qu'aux incohérences des messages envoyés depuis ses réseaux sociaux. Dès décembre 2016, une enquête est ouverte. Mais Nicolas repart au Chili le 13 décembre. Un mandat d'arrêt international est lancé. La France demande son extradition. Mais le Chili, qui n'extrade pas facilement ses ressortissants, met des années avant d'accepter. Finalement, en 2020, après de longues négociations, Nicolas est extradé en France. C'est une victoire pour la justice, mais également pour la famille de Narumi, qui est venue du Japon à la France pour voir le procès. En avril 2022, Nicolas Zepeda est jugé par la cour d'assises du Doubs. Le verdict est lourd, 28 ans de réclusion pour assassinat. En décembre 2023, la cour d'appel confirme. Mais en mars 2024, coup de théâtre. La cour de cassation annule la décision car certaines pièces du dossier n'avaient pas été correctement transmises à la défense. Résultat, un nouveau procès est attendu. Pendant ces audiences, de nombreux témoins du Japon et du Chili sont entendus. Parfois en visioconférence, les débats sont traduits simultanément, l'affaire prend une dimension internationale inédite. Un point reste central, le corps de Narumi n'a jamais été retrouvé. Malgré des fouilles massives autour de Besançon, dans les forêts, les lacs, les rivières, aucune trace. Certains témoins affirmeraient l'avoir vu après le 5 décembre, mais aucune preuve ne le confirme. Les messages envoyés depuis son téléphone semblent avoir été écrits afin de retarder l'alerte. L'absence de corps laisse toujours planer un doute. C'est ce qui rend cette affaire si difficile. Comment condamner un homme pour meurtre quand la victime n'a pas de sépulture ? Au Japon, l'affaire est extrêmement médiatisée. Elle choque l'opinion publique qui la voit comme un échec dans la protection des étudiants japonais à l'étranger. Les parents de Narumi, dignes mais brisés, assistent à chaque audience. Au Chili, Zepeda est vu par certains comme une victime d'un procès lointain, d'autres comme un meurtrier froid. En France, c'est l'un des procès les plus suivis de ces dernières années. Il illustre les lenteurs de la justice internationale et la difficulté à juger lorsqu'il n'y a pas de corps. C'est une histoire de passion, de jalousie et de silence, une histoire où la vérité existe peut-être, mais reste cachée quelque part entre la France, le Japon et le Chili. Si Narumi reste à jamais disparu, l'affaire qui suit nous ramène 20 ans en arrière sur la côte atlantique. Cette fois, la victime n'a que 10 ans et l'ombre d'un tueur en série plane sur l'enquête. Avril 2004, Saint-Brévin-les-Pins, une petite station balnéaire de Loire-Atlantique, à 2 pas de l'océan. L'air est doux, c'est le printemps et pour des dizaines d'écoliers en colonie de vacances, c'est censé être une semaine de rire, de plage et de liberté. Parmi eux, il y a Jonathan Couloum, 10 ans, un petit garçon joyeux, sociable et plutôt bien intégré. Personne ne pouvait imaginer que cette colonie allait se transformer en un véritable cauchemar. Jonathan est en CM2. Il est parti avec sa classe pour une colonie de vacances. Pour lui, comme pour les autres enfants, c'est une véritable excitation. Dormir entre copains, loin des parents, vivre une aventure. Le centre est situé à Saint-Brévin-les-Pins, une ville tranquille de la côte atlantique. Le dortoir est surveillé par des moniteurs, mais la nuit, tout le monde dort profondément. Rien ne laisse penser qu'un danger guette. Dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan disparaît. Le matin, son lit est vide. Mais détail étrange, la couette est soigneusement pliée, comme si quelqu'un voulait donner l'illusion qu'il n'était jamais venu. Jonathan séjourne avec les élèves de sa classe de CM1 dans ce centre de vacances de la station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins. Le 7 avril 2004 au réveil, Jonathan n'est plus là. Aucun bruit de lutte, aucun cri, les autres enfants n'ont rien entendu. Les moniteurs non plus d'ailleurs. Jonathan s'est volatilisé en silence. Rapidement, la police est alertée. On craint une fugue. Mais très vite,
vu l'âge et le contexte, la thèse de l'enlèvement s'impose. Il faudra attendre plus d'1 mois avant de retrouver sa trace. Le 19 mai 2004, un pêcheur découvre un corps dans un étang à Guérande, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Brévin. C'est celui de Jonathan. Ses poignets et ses chevilles sont ligotés. Le corps est attaché à un parpaing, immergé depuis plusieurs semaines. L'autopsie révèle une noyade provoquée. Ce n'est pas un accident. Quelqu'un l'a volontairement maintenu sous l'eau. La mise en scène, le ligotage, la précision du crime frappent immédiatement les enquêteurs. Ils savent tout de suite qu'ils n'ont pas affaire à un amateur. Dès le départ, les enquêteurs explorent les pistes pédocriminelles. Le mode opératoire est trop spécifique. Enlèvement nocturne, dans un dortoir, ligotage méthodique, absence de témoins. Des dizaines de pédophiles connus sont alors interrogés. Les fichiers spécialisés sont consultés. L'affaire mobilise d'énormes moyens. Mais pendant des années, rien. Pas d'ADN, pas d'empreinte. Un crime presque parfait. Et puis, un profil commence à se dessiner. Celui de Martin Ney, un pédophile et tueur en série allemand. Né en 1970, il est surnommé l'homme en noir. Entre 1992 et 2001, il a assassiné au moins 3 enfants en Allemagne. Tous âgés de 8 à 13 ans, son modus operandi est toujours le même. Il s'introduit dans des colonies de vacances ou des internats, la nuit, déguisé en noir, parfois même masqué. Il enlève un enfant, le ligote, l'agresse et le tue sans laisser de traces. Les ressemblances avec l'affaire Jonathan sont troublantes. Même âge des victimes, même contexte de colonie, même technique de ligotage et même silence absolu. En 2011, Ney est arrêté en Allemagne. Il avoue plusieurs meurtres et agressions et il est condamné à la perpétuité. En 2018, les enquêteurs français rouvrent sérieusement la piste Ney. Plusieurs éléments concordent. Son profil de voyageur, ses séjours possibles en France et surtout la signature criminelle. En 2021, Martin Ney est mis en examen en France pour enlèvement et séquestration suivi de mort dans l'affaire Jonathan Coulomb. Il nie farouchement, mais pour beaucoup, il reste le suspect principal. Les juges français travaillent avec leurs homologues allemands afin de constituer le dossier. Mais juger un criminel déjà condamné à perpétuité dans son pays, c'est très compliqué. Ney a-t-il vraiment enlevé Jonathan tout seul? Comment a-t-il transporté un enfant de 10 ans sans que personne ne le voie? Avait-il un complice en France? Certains enquêteurs pensent que le corps jeté dans un étang avec un parpaing suggère une connaissance locale. D'autres suggèrent que tout correspond à Ney, même dans le détail. Mais sans aveu et sans ADN, l'incertitude demeure. L'affaire Jonathan, elle a profondément marqué la région de Saint-Brévin ainsi que l'opinion française. Elle illustre également la difficulté de traiter les crimes transnationaux. Quand un pédocriminel agit dans plusieurs pays, la coopération judiciaire devient un réel casse-tête. En attendant, la famille de Jonathan vit depuis plus de 20 ans avec une seule question: qui a tué leur fils? Jonathan Coulomb, 10 ans, parti pour une simple colonie de vacances, n'est jamais rentré. Tout indique qu'il a été victime d'un prédateur méthodique, sans doute l'un des plus redoutés d'Europe, mais faute de preuves définitives, l'affaire reste inachevée. Et comme souvent dans ces histoires, le silence des nuits cache des vérités qu'on ne saura peut-être jamais. Jonathan, Narumi, Lina ou encore Philippine, 4 destins brisés. Mais pour la dernière affaire, nous allons voyager au Mexique, où une vidéo virale a bouleversé le monde entier. Octobre 2022, une villa luxueuse à San José del Cabo, au Mexique. Piscine, soleil, palmiers pour Shankela Robinson, 25 ans. Ce voyage devait être synonyme de détente et d'amitié. Mais en moins de 24 heures, ses vacances ont tourné au drame. Shankela, elle est née en 1997 à Charlotte, en Caroline du Sud. C'est une jeune femme qui est ambitieuse, elle est connue pour son sourire et pour son énergie. Entrepreneuse, elle dirigeait 2 petites sociétés dans la coiffure,
une plutôt tournée sur les perruques et l'autre sur les tresses. Très active sur Instagram, elle partageait ses réussites, ses voyages, ses looks. Ses proches l'appelaient affectueusement Kayla. Elle avait absolument tout pour réussir, indépendante, créative, entourée d'amis, tout du moins c'est ce qu'elle croyait. Le 28 octobre 2022, Shankela part avec 6 amis au Mexique pour un voyage de luxe. On les appellera plus tard les Cabo Six. Khalil Cook, Malik St. Patrick Dyer, Winter Essence Donovan, Alice Mitchell Wyatt, Dejani Jackson et Nazir Wiggins. Ils louent une villa luxueuse à San José del Cabo avec piscine et chambres spacieuses. La première soirée se déroule sans incident, mais dès la deuxième, tout bascule. Le 29 octobre, moins de 24 heures après leur arrivée, les parents de Shankela reçoivent un appel. On leur dit alors que leur fille est morte d'une intoxication alcoolique. Mais rapidement, les choses ne collent pas. Le rapport médical mexicain révèle autre chose. Des lésions graves à la moelle épinière et une luxation de la première vertèbre cervicale. Pas d'alcool. La cause officielle, un traumatisme cervical sévère. Quelques jours plus tard, une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit Shankela complètement nue dans une chambre de la villa en train de se faire frapper par une autre femme, identifiée comme Dejani Jackson. Shankela ne se défend pas. On entend même une voix masculine dire « Tu vas même pas te défendre ?» Les images sont insoutenables et elles font exploser l'affaire. Sur Twitter, Instagram, TikTok, le hashtag Justice for Kayla devient viral. Reprenons la chronologie des faits. Le matin du 29 octobre, Shankela est encore vivante. Vers midi, le personnel de ménage la retrouve mal en point. À 14h, un médecin est appelé. Les amis parlent d'un soi-disant abus d'alcool. Mais la médecin, voyant son état, recommande une hospitalisation. Les amis refusent et ils insistent. Elle va s'en remettre, donnez-lui juste un traitement. Vers 16h, Shankela convulse. À 17h57, elle est déclarée morte. Peu après, les 6 amis quittent le Mexique, en laissant son corps derrière eux. 2 versions s'opposent. Au Mexique, l'autopsie conclut à une fracture cervicale et à une luxation de l'atlas, entraînant donc une mort quasiment immédiate. Aux États-Unis, un autre traitement, après rapatriement du corps, parle d'une colonne vertébrale intacte, 2 lectures contradictoires qui entraînent le doute. Le 18 novembre 2022, les autorités mexicaines lancent un mandat d'arrêt international contre l'une des amies pour féminicide. Interpol diffuse une notice rouge. Le Mexique demande l'extradition depuis les États-Unis. Mais là encore, blocage. Le FBI ouvre alors sa propre enquête. En avril 2023, ils annoncent alors manquer de preuves pour poursuivre aux États-Unis. Depuis, la procédure est au point mort. Personne n'a été arrêté et personne n'a été jugé. Aux funérailles, le 19 novembre 2022, plus de 1000 personnes assistent à la cérémonie à la Macedonia Baptist Church de Charlotte. La douleur est immense. Des personnalités s'impliquent. La rappeuse Cardi B, le basketteur Kyrie Irving ou encore des associations de défense des femmes noires aux États-Unis. Tous demandent justice. Des marches sont organisées, notamment à Washington, pour demander l'extradition. La mère de Shankela témoigne. Elle raconte avoir vu le corps de sa fille avec des blessures visibles. Lèvres fendues, œil tuméfié. « Ma fille n'est pas morte d'alcool. On l'a tuée. » En octobre 2024, la famille dépose une plainte civile. Elle vise non seulement les Cabo Six, mais aussi le département d'État américain et le FBI, accusés d'avoir fait obstruction et d'avoir conspiré pour étouffer l'affaire. C'est une manière de relancer le dossier et d'obliger la justice à se pencher à nouveau sur ce crime. Pourquoi Shankela a-t-elle été attaquée ? Jalousie, vengeance, humiliation, quel rôle exact ont joué chacun des Cabo Six ? Celui qui filme, celui qui parle, celle qui frappe, tous semblent impliqués, mais aucun n'a été poursuivi. Et surtout, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas extradé l'ami recherché par le Mexique, malgré le mandat d'arrêt international ? Shankela Robinson pensait partir en vacances entre amis, elle a finalement trouvé la mort, trahie par ceux à qui elle faisait le plus confiance,
Une vidéo a révélé la violence, les incohérences médicales ont semé le doute et la justice, des deux côtés de la frontière, semble incapable d'avancer. 2 ans plus tard, aucune condamnation, juste une famille qui réclame des réponses et une foule qui continue de scander « Justice for Kela ». Et voilà, j'en ai fini avec ces 5 histoires, 5 vies qui, selon moi et selon vous, je pense, se sont arrêtées bien trop tôt. Philippine, Lina, Narumi, Jonathan, Shankela, des noms qui résonnent encore, parce que derrière chaque affaire, il y a une famille, des amis ou même une communauté qui attend des réponses. Ces affaires, elles nous rappellent que la justice, elle avance, mais pas toujours au rythme des proches. Elle se heurte aux frontières, aux délais et même aux erreurs. Et pourtant, ces histoires continuent d'exister parce qu'on en parle et qu'on refuse de les laisser sombrer dans l'oubli. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle affaire vous a le plus marqué et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire d'horreur. Bye bye!